terme micro-organisme a remplacé celui de microbe. Ce sont des organismes de très petite taille et pour les observer, on recourt au microscope optique ou électronique. Ils appartiennent à des groupes divers tels que les bactéries, les champignons, les protozoaires. On peut y ajouter encore les virus et les prions. On distingue les micro-organismes utiles dans la nature et pour l'homme tels que les décomposeurs, agissant sur les débris végétaux, les déchets des animaux et les cadavres, les micro-organismes utilisés en agroalimentaire pour la fabrication du yaourt, du fromage et du pain, et on distingue aussi les micro-organismes nuisibles provoquant des maladies infectieuses telles que la grippe, la tuberculose, le tétanos. La connaissance des divers types de micro-organismes, de leurs caractéristiques et leur mode de vie, a plusieurs intérêts, notamment l'exploitation de leur côté utile en industrie, en agriculture et en pharmacologie, et la lutte contre ceux qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent des maladies chez l'homme, l'animal et le végétal. Comment distinguer entre divers types de micro-organismes ? Les bactéries sont certainement les êtres les plus nombreux sur Terre. Leur taille ne dépasse généralement pas 2 micromètres. Les bactéries sont des prokaryotes, êtres unicellulaires de structure relativement simple, n'ayant pas un véritable noyau. Le matériel génétique n'est pas entouré par une membrane nucléaire, comme dans le cas des cellules des eucaryotes chez les animaux, végétaux ou protozoaires. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire. Les bactéries peuvent être de forme sphérique, on parle alors de coques, tels que les pneumocoques et les staphylocoques, de forme allongée en bâtonnet, on parle alors de bacilles, tels le bacille subtil, le bacille tuberculeux, le bacille tétanique, et enfin de forme spiralée, on parle alors de spirilles, tels que le tréponème de la syphilis. Les bactéries se multiplient par bipartition, simple division cellulaire à l'origine de cellules identiques à la cellule mère. Il s'agit d'une reproduction asexuée. Dans les conditions favorables, elles peuvent ainsi se diviser toutes les 40 minutes, ce qui donne 256 cellules en 12 heures seulement. Elles peuvent aussi se reproduire de façon sexuée. Dans ce cas, elles échangent de l'information génétique située sur une chaîne d'ADN circulaire bicaténaire, c'est-à-dire à double brin. Les bactéries sont-elles nuisibles ? Seule une minorité de bactéries est pathogène, environ 3%. Elles provoquent des maladies chez l'homme. La majorité intervient dans de nombreux phénomènes biologiques tels que les fermentations, la fixation de l'azote atmosphérique, etc. Les plus grandes maladies de notre siècle ont été causées par des bactéries. Le tétanos, la lèpre, le choléra, la peste et la syphilis. Les degrés d'infection par des bactéries dépendent de la souche bactérienne et de l'état de l'hôte, en l'occurrence l'organisme humain. Seuls les champignons microscopiques sont des micro-organismes. Ils font partie des eucaryotes, organismes ayant des cellules à noyau distinct. Les levures représentent le groupe le plus important des champignons. C'est à la suite de ses travaux sur la levure que Pasteur a contribué à la fondation de la microbiologie.
Il s'agit de micro-organismes unicellulaires de forme variable selon les espèces, généralement ovoïdes. Ils sont utilisés par l'homme pour la production de boissons alcoolisées, de pâtes levées telles que le pain. Cet usage remonte à l'Antiquité. Actuellement, ces micro-organismes sont très utilisés en recherche biomédicale et en biotechnologie. Étudions l'exemple de la levure de boulanger ou la levure de bière. Elle est formée de cellules isolées de forme ovoïde. Dans des conditions favorables, présence d'eau et d'autres éléments nutritifs comme le glucose, elle se multiplie par la formation de petits bourgeons qui se détachent des cellules mères, puis qui grossissent jusqu'à atteindre sa taille normale. On parle alors de bourgeonnement. Elle utilise l'énergie produite par la fermentation alcoolique. Les glucides, comme le glucose, sont à l'origine d'alcool éthylique et de dioxyde de carbone avec libération d'énergie. Cette énergie est utilisée par la levure. La fermentation se fait en absence d'oxygène et peut se faire en sa présence sans qu'il soit utilisé. Lors de la fabrication du pain, le dioxyde de carbone dégagé par la fermentation fait lever la pâte, ce qui est à l'origine d'un pain spongieux. La fabrication d'un pain commence par la cuisson d'une pâte constituée de farine et d'eau, à laquelle on ajoute de la levure de boulangerie pour la faire lever. Cette levure décompose les sucres en alcool et gaz carbonique par le processus de la fermentation. Les moisissures sont des champignons microscopiques filamenteux pluricellulaires qui se reproduisent par des spores. Dans la nature, les moisissures sont des décomposeurs naturels. Elles peuvent être utiles ou nuisibles pour l'homme. Les moisissures peuvent provoquer l'altération des aliments et peuvent être pathogènes, responsables de maladies chez les animaux comme chez les végétaux. Étudions quelques exemples. Le mucor se développe sur des aliments laissés à la température ambiante dans des endroits humides, fruits, légumes, pain. Il s'accroît grâce au mycélium formé de filaments et produit des sporanges contenant des spores. Celles-ci, très légères, sont disséminées par l'air et assurent, dans des conditions favorables, la formation de nouveaux mycéliums. Les pénicilles sont des moisissures vertes qui se développent communément sur le pain humide et les restes de confiture. Les spores sont disposés en pinceaux à l'extrémité de certaines ramifications des filaments. Penicillium notatum est une espèce cultivée pour la production d'un antibiotique, la pénicilline. C'est le premier antibiotique découvert. Il est utilisé dans le traitement de certaines maladies infectieuses provoquées par des bactéries pathogènes. Penicillium roqueforti est une espèce utilisée dans la production de certains fromages, comme le roquefort et le fromage bleu danois. Penicillium acamemberti est une espèce utilisée dans la production d'autres fromages, comme le camembert. Autre exemple de champignon pathogène. Chez l'homme, la dépression du système immunitaire favorise le développement de germes, habituellement inoffensifs, comme certains candidats responsables de mycoses. Ils peuvent atteindre la bouche, les muqueuses génitales
les plis au niveau des aisselles ou entre les orteils. Le trichophyton de la teigne est une moisissure qui détruit par endroits les cheveux. Son mycélium, formé de filaments, se développe dans les poils et donne des spores qui assurent la propagation du champignon. Plasmospora viticola est un champignon qui provoque une maladie de la vigne, le mildiou. Il se développe sur tous les organes verts, rameaux, feuilles, grappes, vrilles. Les protozoaires sont des eucaryotes unicellulaires, la cellule étant à elle seule un organisme, siège des différentes fonctions vitales. Ils vivent dans l'eau, les sols humides ou à l'intérieur d'autres organismes. Certains provoquent des maladies comme la malaria et l'amibiase. Étudions quelques exemples de protozoaires. Plusieurs espèces de paramécies vivent dans les milieux d'eau douce. La plus commune est le Paramecium caudatum de forme ovale. Elle se déplace grâce à des cils vibratiles couvrant la cellule. D'autres cils entourent une invagination de la membrane en forme d'entonnoir et permettent d'amener la nourriture, en particulier des bactéries, jusqu'à l'orifice de l'invagination servant de bouche. La digestion se fait dans une cavité interne, la vacuole digestive. Les paramécies possèdent un grand noyau, macronucléus, intervenant dans les fonctions vitales de la cellule et dans sa multiplication asexuée, et de petits noyaux, micronucléus, intervenant dans la reproduction sexuée. Celle-ci permet l'échange d'informations génétiques entre deux paramécies se disposant de façon contiguë. Le trypanosome responsable de la maladie du sommeil. Le genre trypanosome est l'un des plus connus du fait de la maladie qu'il provoque, exclusivement africaine. Il est transmis par la mouche tsetse qui se contamine en aspirant le sang d'un homme malade. L'homme atteint présente une fièvre intermittente, des œdèmes, une hypertrophie des ganglions lymphatiques, des troubles nerveux, agitation ou somnolence. La mort est la terminaison normale de la maladie. Non traitée, sa durée est de plusieurs années. Cette redoutable maladie a été jugulée grâce à une chimiothérapie et actuellement, ce n'est plus un fléau social. La mise en évidence des virus remonte au siècle dernier, plus précisément en 1892, par Ivanovski. Les virus sont de 10 à 100 fois plus petits que les bactéries. Leur taille varie de 300 nanomètres à 30 nanomètres. Ce n'est qu'avec l'arrivée de la microscopie électronique en 1932 qu'ils ont pu être observés. Ce sont des objets biologiques, subcellulaires, doués de continuité génétique et présentant une grande capacité évolutive. Ils sont constitués d'un acide nucléique, ADN ou ARN pour les rétrovirus, et d'une enveloppe protéique. Les virus sont des parasites endocellulaires. En effet, pour se multiplier, ils utilisent les systèmes enzymatiques et énergétiques de la cellule qu'ils parasitent. Certains virus sont très utilisés en biologie fondamentale et clinique. Leur ADN peut être utilisé comme vecteur de gènes en thérapie génique. D'autres virus
sont responsables de maladies chez l'homme. C'est le cas du virus de l'hépatite B, du virus du sida et du virus de la grippe. Le champ des agents pathogènes s'est élargi ces dernières années avec l'apparition d'un agent pathogène d'un type nouveau, le prion, découvert en 1982 par l'Américain Stanley Prusiner de l'Université de San Francisco. Selon lui, le prion serait une particule protéique infectieuse. Cette protéine est naturellement synthétisée par les organismes. Selon l'hypothèse admise, la conformation serait modifiée dans les encéphalopathies spongiformes. Les prions sont une maladie de micro-organismes à part. En effet, ils n'ont pas de matériel génétique. Ils ne sont composés que de protéines, elles-mêmes composées de quelques 250 acides aminés. Ils sont responsables des maladies dégénératives chez les animaux, la tremblante du mouton et l'encéphalopathie spongiforme bovine, encore appelée maladie de la vache folle, et certains symptômes se reconnaissent chez les humains, surtout en Nouvelle-Guinée, dans les tribus cannibales, où le kourou, maladie due à un prion, passe de génération en génération parce que les cannibales mangent les cerveaux de leurs parents morts. En Europe, la maladie de Creutzfeldt-Jakob est aussi due à un prion et entraîne la démence humaine. L'origine de cette maladie est encore mystérieuse